Toc toc toc. C'est par ici la bioéconomie? La bioéconomie, c'est quoi? C'est la valorisation de la biomasse non alimentaire. Elle constitue une alternative au pétrole dans les secteurs de l'énergie, de la construction, des matériaux ou encore de la chimie. Ce jeudi 28 février, le ministre de l'Agriculture a décerné les premiers trophées de la bioéconomie. Parmi les lauréats figure la SARL Eurec Alias, une exploitation agricole dont une partie du biogaz est transformée en gaz naturel véhicule, une alternative au diesel. Il n'y a plus qu'à espérer que la programmation pluriannuelle de l'énergie n'assèche pas le pipeline de ce nouveau gaz de France, renouvelable et durable. D'ordinaire, le processus de fabrication de pellets emprunte des machines stationnaires, ce qui suppose une organisation logistique en amont entre la source de matières premières et la presse. La Premos 5000 est une machine mobile, attelée derrière un tracteur, capable de ramasser les résidus de récolte, de les presser et d'en emmagasiner jusqu'à 5 tonnes, soit 9 mètres cubes dans sa trémie d'attente. Le transfert s'opère au moyen d'un convoyeur latéral. La chaîne cinématique fait entrer en jeu un pick-up, un rotor d'alimentation, un convoyeur, 2 rouleaux de pressage alternant rangées de dents et orifices. L'effet de la pression, 2000 bars, doublé de la montée en température qui en résulte, 80 degrés, aboutit à la fabrication de pellets de 16 mm de diamètre et d'une densité de 650 kg par mètre cube. Les pellets générés à l'intérieur du rouleau sont ensuite acheminés vers la trémie au moyen d'une vis sans fin. Les pellets peuvent être valorisés en fourrage, en litière ou encore en énergie. La méthanisation ne laisse pas les agriculteurs indifférents. Certains ont franchi le pas, d'autres s'interrogent, en solo ou en collectif, en métropole comme sous les tropiques. Rentable ou pas? On vient de construire depuis, on a mis en route au mois de mai l'année dernière. Aujourd'hui, on n'a encore pas fait, on n'a pas une année de production, mais oui. Franchement, oui, c'est une valeur ajoutée à l'exploitation. Une question, là, c'est Futur Biogaz là, que vous êtes en train de tricoter? Futur Biogaz, ça serait bien. Ça serait bien, mais ça m'étonnerait grandement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas où partent les effluents. Où partent les effluents, mais ça pourrait être intéressant que ce soit du biogaz. Je pense que ça part à la déchetterie. Vous êtes éleveur, vous? Fils d'éleveur, oui. Dans quel département? Dans l'Ain. Quel type d'élevage? Élevage laitier. Méthanisation ou pas? Non, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui me retient? Ce que ça devient, ce que ça va devenir. C'est-à-dire? J'ai peur que ce soit qu'une mode en fait. Ah bon? Ouais. Que ça dure, on va dire, 5 ans, que le quota d'énergie renouvelable soit au niveau de ce que veut l'État et que l'État arrête les aides, quoi. Donc trop risqué selon vous? Trop risqué, non, mais pas sûr. Oui, risque économique. Donc attentiste ou... Attentiste. Faut regarder plus près, quoi. Faut étudier le projet. Et vous avez une exploitation taillée pour la méthanisation? Oui, j'ai 150 vaches laitières. Donc de quoi avoir une unité de méta stable. Le montant d'investissement, c'est combien? 3 millions. Ça part 2 500 000 pour une unité de méthanisation pour 300 bêtes. C'est un investissement qu'une exploitation ne réalise jamais au cours de sa vie, ça? C'est pas négligeable, quoi. Faut bien regarder et être sûr de l'investissement. Pardon, monsieur, vous êtes agriculteur? Oui, je suis agriculteur, aussi vice-président de la SICAFEL. C'est quoi la SICAFEL? C'est une OP, groupement de producteurs qui se retrouve en Guadeloupe. Ah, vous êtes originaire de Guadeloupe. L'exploitation de la biomasse pour faire du gaz, pour faire des produits biodégradables, ça vous parle en Guadeloupe? C'est-à-dire que ça nous parle effectivement, mais il faut se regrouper. Tout seul, on ne peut pas le faire parce qu'on a des petites exploitations et effectivement, en se regroupant, c'est faisable. La bagasse, par exemple, de la canne à sucre, c'est exploité aujourd'hui en énergie? Tout à fait, la bagasse est exploitée. Là, justement, il y a une usine de bagasse charbon qui existe justement sur la Guadeloupe. Mais là, ils sont en train de transiter justement sur les ordures ménagères aussi, arrêter tout ce qui est charbon. Donc vraiment, on est sur cette lancée en fait. Et justement, la biomasse aussi peut faire partie de ça. C'est un gros défi pour vous, cette transition écologique? C'est un gros défi, oui, parce qu'on reste une île. Donc on a nos spécificités, donc il faut s'adapter. Les coûts sont plus élevés et tout seul, on ne peut pas le faire, ça c'est sûr.
Gaz de France, ou plutôt GRDF, est l'un des 42 signataires de la lettre ouverte Make Our PPE Great Again. Tous dénoncent la révision à la baisse des objectifs de production de gaz renouvelable en France. Jean-Charles Collin, vous êtes ingénieur développement biométhane chez GRDF. GRDF a signé il n'y a pas longtemps une lettre ouverte Make PPE Great Again à l'intention du président de la République. Pourquoi cette lettre ouverte ? Alors effectivement, on a été signataire d'une lettre ouverte au président de la République. Je rappelle que la filière méthanisation en France est assez jeune. Elle existe depuis 2011 en injection dans le réseau de gaz naturel. Et les différents objectifs qui avaient été fixés par la loi de transition énergétique précédemment étaient de 10% de gaz vert à l'horizon 2030. Et finalement, les objectifs du projet de nouvelle PPE les réduisent à 7%. C'est vrai que ça ne va pas en corrélation avec un développement de filières matures. Donc aujourd'hui, la filière agricole et la filière gazière se mobilisent de façon à faire évoluer cette trajectoire pour permettre d'ancrer localement une production d'énergie renouvelable au sein des exploitations agricoles. On a la capacité d'atteindre les 10%? Alors oui, tout à fait, on a la capacité d'atteindre les 10%. L'ambition de GRDF, c'était d'atteindre 30% à l'horizon 2030. L'ambition du gouvernement, c'était d'atteindre 10% à l'horizon 2030. Donc aujourd'hui, on a plus de 600 projets en cours d'études sur toute la France et on a bien entendu la capacité d'atteindre les 10%. Un mot sur la dualité entre injection et cogénération. Est-ce que ces deux exploitations du biogaz sont coordonnées? Est-ce qu'elles s'opposent? Alors, historiquement, la filière méthanisation était beaucoup axée sur la cogénération par un simple fait que souvent le réseau de gaz était trop loin et du coup ça coûtait cher d'aller raccorder ces unités de méthanisation au réseau de gaz. C'est pas du tout en compétition, je dirais plus en complémentarité, puisque aujourd'hui une exploitation agricole qui est loin du réseau de gaz, effectivement il y a un intérêt à ce qu'elle parte en cogénération. A l'inverse, dès l'instant qu'elle est à proximité ou dans des coûts raisonnables pour se raccorder au réseau de gaz naturel, c'est plus pertinent car le gaz vert produit permet de bénéficier à des tiers et à multiples usages, par exemple le chauffage mais aussi le gaz carburant. On voit aussi des oppositions au projet de méthanisation de la part de la société civile. Pourquoi ? Alors les conditions de réussite d'un projet elles sont multiples. Une des conditions de réussite, c'est effectivement l'appropriation locale et c'est de réunir en amont du projet toutes les parties prenantes de façon à ce qu'elles soient le plus informées de ce que représente une unité de méthanisation et ce que ça va apporter en termes d'atouts sur le territoire. Si on prend un peu nos voisins, notamment l'Allemagne ou d'autres pays, il y a beaucoup plus d'unités de méthanisation et c'est beaucoup plus ancré dans tout à chacun. En France, il faut faire ce travail d'appropriation et d'expliquer aux gens ce que représente la méthanisation. Justement, mais pour les citoyens, c'est peut-être pas concret le biogaz. Alors c'est peut-être pas concret, mais quand vous avez une chaudière qui vous chauffe votre appartement au gaz importé, il suffit simplement de dire le gaz il va être créé localement par des agriculteurs avec leurs déchets organiques. Donc on est bien sur une économie circulaire. Et en plus de ça, on évite des importations de gaz étrangers. Donc on a des balances économiques qui restent en France, on crée des emplois non délocalisables et on est sur une énergie renouvelable indépendante des aléas climatiques. La mobilité, vous avez parlé de mobilité, c'est un sujet important. Est-ce que demain, le biogaz sera un facteur de mobilité? Alors aujourd'hui, tout le monde entend parler de la sortie du diesel. Je rappelle qu'il y a des pics de pollution en ce moment qui interdisent les vignettes 1, 2, 3. Le GNV, le bio-GNV, c'est vignette critère 1, donc aucune restriction de pollution. Et c'est aujourd'hui la seule alternative concrète économiquement et écologiquement à la sortie du diesel pour les poids lourds et les véhicules utilitaires. Et pour les particuliers et pour les tracteurs? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus de produire du biogaz, les exploitations agricoles vont être en capacité d'utiliser ce biogaz en substitution de leur carburant. Donc on voit par exemple sur certains stands de ce salon des constructeurs qui proposent des tracteurs directement alimentés avec du biométhane. Donc ça c'est vraiment des très belles innovations. Et à côté de ça, le réseau de stations publiques en France, en GNV, on est aux alentours de 110 stations publiques. Et aujourd'hui c'est destiné à la filière professionnelle. Dans un futur temps où on aura peut-être doublé ou triplé la capacité, on pourra aller voir le marché du particulier. C'est parti pour un petit tour d'économie circulaire en 4 temps. Première étape, la fauche. L'entretien des accotements routiers constitue une source potentielle de biomasse. SMA propose avec le VMS un porteur articulé et oscillant pouvant recevoir de nombreux outils tels que faucheuse débroussailleuse, rotofaucheuse, broyeur déporté, épareuse frontale repliable, brosse, lame, etc. Il est décliné en 4 gabarits.
Deuxième étape, le broyage des déchets verts. Rabot monte en puissance avec le BR 180 Vario, un broyeur haut débit apte à broyer de grands volumes de déchets verts, fumier, compost, palettes, avec des rendements compris entre 15 tonnes et 85 tonnes heure. Il est animé par un moteur Dutz de 245 chevaux. Troisième étape, la méthanisation. Le concepteur, constructeur, installateur français Metalac vient de signer un partenariat de distribution avec Arc Biogaz. Cette dernière réalise des petites unités, inférieures à 200 kg, avec un concept à poche souple sans béton. Un autre accord, conclu avec Neerus, permet à Metalac de diviser par 2 les volumes de digesta. Du méthaniseur au réservoir du tracteur, il ne manque que les bouteilles de gaz comprimé. Un vide que comble New Holland avec l'aide de Cyrus. Résultat, il est possible de faire le plein, en quelques minutes, du T6 180 Methane Power, un tracteur concept 100% GNV. Son moteur 6 cylindres affiche la même puissance et le même couple que le modèle diesel standard équivalent, à ceci près que les émissions sont réduites de 80% et les coûts d'exploitation de 30%. Ainsi s'achève cette dernière quotidienne du CIMA et le CIMA 2019. L'heure pour Patrick et moi de se mettre au vert, V-E-R-T, vous l'aurez compris, non sans remercier auparavant les équipes du CIMA et en particulier Jérôme, Célia, Marine, Émilie, Uriel ou encore Gauthier. À bientôt.